Salut tout le monde, aujourd'hui on va tenter un nouveau format qui peut devenir une habitude si ça te plaît. On parle souvent d'international au Canard, sauf que le problème c'est qu'une fois que la vidéo est sortie, il n'y a pas forcément de suivi. Alors on essaye ici et là avec des vidéos, des trucs, des machins, mais en général on balance un pavé dans la mare et c'est tout. Donc l'idée avec cette revue de presse internationale, c'est de passer une journée à lire plein de trucs sur l'actualité qui est en train de se passer dans le monde entier et de vous faire un condensé dans une assez courte vidéo. Assez courte, histoire de se mettre au niveau, de rester au courant de l'actualité et de modifier au fil du temps l'analyse aussi parce que peut-être qu'on s'est trompé à un moment donné et que l'actualité nous a donné tort et donc là c'est le moyen aussi de se rattraper. Voilà, ça paraît pas mal non? Et on va commencer avec un média qu'on aime bien au Canard, ça s'appelle Disclose et ils ont pondu un papier sur l'affaire Alstom, encore. On en avait déjà parlé à l'affaire Alstom, mais en gros, c'est une précieuse entreprise française de turbines qui a été rachetée par les États-Unis après de grosses pressions pas du tout légales, mais vu que c'est les États-Unis, ça va. Alstom a été racheté par General Motors en 2015 avec des promesses de ne pas licencier des gens, de ne pas délocaliser et évidemment tout ça n'a pas du tout été respecté. Licenciement de masse notamment à l'usine de Belfort, casse du savoir-faire, mise en examen pour prise illégale d'intérêt pour le patron de General Motors France et aujourd'hui on apprend un scandale d'évasion fiscale. Grâce à des documents comptables fuités, Disclose établit que 800 millions d'euros de bénéfices réalisés par l'usine de Belfort entre 2015 et 2020 ont été déclarés soit en Suisse, soit dans le Delaware, de paradis fiscaux. Le manque à gagner pour l'État français est estimé entre 150 et 300 millions d'euros. L'article détaille les procédés d'évasion et il parle d'autres trucs un petit peu marrants. Genre General Electric aurait bénéficié d'un protocole nommé relation de confiance qui consiste à déclarer son montage fiscal à l'État et en échange, celui-ci ne contrôle pas fiscalement l'entreprise. Une drôle de pratique. Donc soit l'État a validé le système d'évasion fiscale de General Motors, soit ils ont suffisamment fait confiance à cette entreprise qui a trahi pour les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et évidemment, le ministère de l'économie a répondu à cet article en disant que eux, ils savaient pas, évidemment. La grande question, c'est pourquoi est-ce que ce sont des journalistes qui font le boulot d'inspecteurs des impôts? Alors que c'est dans une république comme la nôtre, surtout la nôtre, un mec des impôts comme ça, c'est le gars le plus rentable. Je veux dire, un type peut rapporter des millions d'euros à l'État. Donc comment ça se fait que ce soit des journalistes qui fassent ce taf-là? C'est quand même fou que des scandales de 2015 continuent aujourd'hui à faire l'actualité. Enfin, notre actualité, pas celle de TF1, parce qu'ils s'en foutent, c'est clair. Alors sinon, je suis allé à la gare il n'y a pas longtemps et j'ai acheté le Courrier International. Et ça, c'est l'un des meilleurs médias que nous avons pour l'actualité internationale. Alors, c'est un truc de propriétaire, ça appartient à Niel, c'est le groupe Le Monde, etc. Mais tu retrouves beaucoup d'informations là-dedans avec lesquelles tu peux construire une opinion et tout ce que tu veux. Et si on n'a pas d'infos, c'est compliqué de faire autrement. Évidemment, il y a des lacunes là-dedans et tu as d'autres médias qui permettent de les combler, mais ça, on va en parler plus tard. Ce qui va nous intéresser, c'est leur dossier sur le réchauffement climatique. Et ils parlent de plusieurs régions du monde qui la subissent, notamment la Sibérie qui est ravagée depuis mars par des incendies. L'Irak qui subit de plus en plus de tempêtes, 272 par an, là ils en sont quand même. Et c'est issu, ça, des sécheresses climatiques et géopolitiques, notamment avec l'Iran et la Turquie qui les prive d'eau, transformant la vie des gens, renforçant les maladies et rendant quasi impossible l'agriculture. En Éthiopie, ça fait 3 saisons des pluies qu'il n'a pas plu, ce qui est bête, vu que 1 million de conséquences, 1 million de bêtes ont péri au sud-est de l'Éthiopie, la situation risque d'affamer 20 millions de personnes. Ouais, ça va pas être hyper gai, évidemment, le réchauffement climatique, vu sous cet angle, c'est pas ouf. Mais il parle surtout de Karachi. Alors Karachi, c'est une ville au Pakistan qui, eux, subissent un double phénomène qui est à la fois le réchauffement climatique, mais aussi le réchauffement à cause de l'urbanisme. Alors déjà, il faut savoir que là-bas, il fait de plus en plus chaud. Ça dépasse très souvent les 40 degrés avec une humidité à 60% et ça cause de nombreux morts et pas seulement des vieux. Et se rajoute à ça en plus donc l'urbanisation. En gros, de gros bâtiments populaires ont été construits, sauf que ils ont pas mis de couleur en façade. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de balcon, il n'y a pas d'aération. La chaleur s'accumule le jour et reste la nuit. Et il n'y a pas d'arbres ou de jardin public à l'extérieur pour essayer de refroidir tout ça. Donc là-bas, les gens ils vivent dans des fours qui sont de plus en plus chauds. Donc réflexe pour ceux qui ont l'argent et ceux qui ont l'électricité à peu près bien, c'est d'acheter un climatiseur. Sauf qu'il y a les lois de la thermodynamique qui fait que les climatiseurs font plus d'air chaud que d'air froid. Conséquence, réchauffement encore plus accéléré de la ville. Donc le réchauffement climatique produit en lui-même les conditions qui vont renforcer ce réchauffement climatique. C'est quand même dingue, La chaleur ralentit aussi le travail et ça va causer beaucoup de problèmes. Si on dépasse les 1,5 degrés dans le monde, l'Asie du Sud perdrait l'équivalent de 43 millions d'emplois manuels. Et c'est là où tu vois toute la logique et les engrenages de la famine, où un réchauffement climatique produit une sécheresse, qui produit un manque, qui produit une montée des prix, qui produit un manque de travail, etc., etc. Le problème, c'est que Karachi n'est pas la seule ville tropicale qui est en première ligne du réchauffement climatique. Il y a aussi Mexico, New Delhi, Calcutta, tout ça, augmentant encore et encore la précarité et l'instabilité de ces régions. D'où le fait, à mon avis, que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indispensable en ce moment de rajouter une guerre au délitement écologique. Déjà, si on arrive à gérer le réchauffement, c'est bien. Parce que là, nous rajouter un truc en plus, les gars,
tout doux là, les impérialistes là, tout doux. Dire faites une bonne partie de civilisation et puis voilà, ça va le faire. Bref, le courrier international, c'est pas mal pour se garder à l'actualité, sachant qu'à côté, il y a toujours le Diplo pour nous structurer un peu mieux, et surtout, tu as d'autres sites indépendants comme je disais au début, et notamment Les Deux Rives. Les Deux Rives, c'est un site et aussi une chaîne YouTube animée par notre ami Romain Migus qui se concentre sur les luttes sud-américaines avec de nombreuses actualités qu'on retrouve nulle part ailleurs. Eh, t'as vu comment on change les couleurs derrière et tout à chaque fois pour les thèmes, les transitions, c'est pas Hugo Décrypte qui fait ça. Hein. Et ça tombe bien puisque l'Amérique latine, c'est en général la grande oubliée des médias mainstream. Soit ils en parlent tout simplement pas, soit ils sont bloqués dans les mêmes analyses depuis 20 ans comme avec le Venezuela. Sauf que le problème, c'est que si on n'a pas d'informations, on peut pas comprendre, on peut pas se remettre en question, on peut pas évoluer, en fait on peut pas réfléchir. Donc il nous fallait un média qui nous parle d'Amérique latine et Les Deux Rives remplit bien le taf. On trouve donc chez Les Deux Rives beaucoup d'informations, par exemple sur les élections vénézuéliennes, leur référendum, leur déclaration, leur changement de constitution, de quoi un peu mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Ça vaut pour le Venezuela, mais évidemment ça marche pour tous les autres pays, y a pas de jaloux. Alors bien sûr c'est militant, mais ça veut pas dire pour autant que c'est faux. Et surtout, rien ne nous empêche à côté de croiser ça avec des articles du Monde diplomatique ou du Courrier international. Bref, Les Deux Rives, par leur traduction et leur réseau de militants, permettent de garder à flot la culture révolutionnaire sud-américaine en France, qui est une permanente source d'aspiration, de critique et d'expérience. Et du coup, c'est cool. Et surtout, ce sont des articles qui sont librement accessibles, pas comme avec le Courrier international, et qui sont pas trop longs. Du coup, ça va vite, Les Deux Rives. Alors, on apprend par exemple que le Chili, après de grosses mobilisations, sa constituante et sa victoire présidentielle, vient d'augmenter le SMIC comme ça n'a jamais été fait depuis 25 ans pour lutter contre l'inflation. 2 ans après le référendum victorieux, la constituante a aussi terminé son travail. 499 articles écrits par des représentants élus, largement issus de mouvements indépendants des partis politiques, qui vont donc proposer au référendum en septembre leur petit pavé pour refonder en profondeur l'État. Et en Colombie, c'est un ancien guerrieros qui est aujourd'hui à 40% au premier tour de l'élection présidentielle, un record pour un candidat de gauche qui va faire que peut-être, pour une fois, la Colombie va être gouvernée par des gens qui vont penser un peu aux gens, quoi. Il y a aussi des trucs traduits là de Cuba, des rapports d'assemblée législative qui sont pas mal. Comme ça, on peut remarquer comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils se parlent, etc., etc. On apprend aussi, par exemple, que le Venezuela, qui est prétendu comme un grand État socialiste qui prive machin de tout le monde, en fait, là, ils sont en train de vendre, par exemple, 5 à 10% des actions de plein d'entreprises publiques. Il y a l'ancien secrétaire de la défense de Trump qui sort un bouquin aussi qui explique que les États-Unis auraient prévu d'envahir le Venezuela lors de la tentative de coup d'État de Juan Guaido en 2020. Dernier truc, au Pérou, l'exécutif nouvellement élu avait demandé la convocation d'une assemblée constituante, sauf que ça a été refusé par qui ? Le Conseil constitutionnel. C'est con. Bref, c'est plein de petites actualités comme ça qui sont pas forcément incroyables, c'est pas un truc qui renverse la table, mais en général, c'est des bonnes nouvelles parce qu'en Amérique du Sud, ils sont quand même un peu... Ils y vont, tu vois, donc c'est cool. Et surtout, c'est quelque chose qui permet d'alimenter un peu notre culture politique. Et cette revue de presse internationale, c'est aussi le moyen de savoir comment ça se passe, là, la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que ça s'arrête bientôt ou est-ce que ça va empirer ? Parce qu'on a fait beaucoup de vidéos là-dessus, notamment notre grande vidéo sur l'impérialisme, là, qu'on remet en description. On va faire de la pub tant que cette vidéo n'a pas atteint les 100 000 vues. Et en gros, dans cette vidéo, on explique ce qui est pour nous l'impérialisme et pourquoi est-ce que cette guerre éclate, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à ça ? Bah déjà, l'escalade continue entre les États-Unis et la Chine. Pour rappel, la Chine avait annoncé qu'elle allait récupérer cette île qu'elle considère comme étant son territoire par la force s'il le faut, et les États-Unis, eux, ont annoncé qu'ils soutiendraient Taïwan en cas d'invasion. Les exercices militaires se sont donc multipliés de partout. Récemment, les États-Unis ont lancé avec Taïwan des discussions avec un accord commercial, et officiellement, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que tout le monde, évidemment, comprend bien que les États-Unis et le réchauffement climatique, ils s'en battent un peu les reins, c'est surtout en fait pour foutre une grosse pression diplomatique sur la Chine. Ça alors que la Chine avait annoncé quelques jours plus tôt qu'aucune force n'est capable de stopper la Chine et que s'il y avait des escalades, ça aurait des conséquences irrémédiables. Ça te rappelle pas un truc, ça ? Avec les accords commerciaux, tout ça, un territoire contesté sur lequel deux puissances impérialistes sont et qui disent qu'ils iront jusqu'au bout, même militairement. Comment ça pourrait mal finir, je veux dire ? Et au fur et à mesure que les menaces de guerre augmentent, les alliances militaires se précisent. En Europe, les Danois ont voté à 66% via référendum, incroyable, référendum, pour rejoindre la défense européenne, qui n'a pas une très grande importance. C'est pas l'OTAN, c'est la défense européenne, c'est l'Union européenne. Mais d'après les journalistes, c'est surtout une mesure assez symbolique dans un pays habituellement contre cette institution. Le bloc de l'OTAN se prépare donc militairement après avoir fait des sanctions, quand la Russie, elle, a d'abord attaqué militairement et aujourd'hui avance ses sanctions. Moscou coupe le gaz de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas qui ont refusé de payer le gaz en roubles, comme on avait expliqué dans les précédentes vidéos, comme la Bulgarie et la Pologne quelques jours plus tôt. La France et l'Italie ont accepté, eux, le paiement quand l'Allemagne et l'Autriche sont encore en réflexion. En tout, l'exportation du gaz russe vers l'Europe aurait baissé de 28% par
rapport à l'année dernière. Conséquence, les Pays-Bas et l'Allemagne tentent eux de trouver du gaz en mer Noire afin de moins dépendre de la fermeture des tuyaux russes. Et l'article ne dit pas par contre combien représenteraient en mètres cubes ces forages. Ces sanctions, comme dit dans la précédente vidéo, elles précipitent une crise économique assez violente parce que ça augmente le prix du gaz, ça augmente le prix du blé, ça augmente les prix des intrants qui sont beaucoup produits en Russie. Se rajoute à ça en plus toute la spéculation, enfin bref, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais en gros tous les prix flambent et les États commencent à faire des stocks stratégiques, surtout que beaucoup d'entre eux sont aussi face à des sécheresses. La Malaisie, par exemple, a interdit l'exportation de poulet et l'Inde, elle, arrête l'export de sucre alors qu'elle est la seconde exportatrice mondiale et après avoir arrêté l'export de blé. Le Vietnam et la Thaïlande, grands exportateurs de riz, ont annoncé, eux, réguler l'exportation pour augmenter les prix et compenser la hausse des prix des intrants d'origine russe. En tout, 25 pays ont régulé leurs exportations, ce qui fait qu'aujourd'hui, 17,5% des calories alimentaires produites dans le monde sont l'objet d'entraves commerciales, ce qui augmente les prix à un niveau historique dans un marché mondial libéralisé et interdépendant. Et là-dessus, c'est le site Lacroix. Alors Lacroix, évidemment, c'est un truc catho de ouf, mais c'est indépendant. Enfin, la force des choses, en tout cas, c'est pas un milliardaire qui l'a, c'est une asso un peu bizarre de religieux là. Mais au niveau international, ils sont plutôt bons sur les analyses, l'économie, les machins. C'est pas des grands anti-impérialistes, mais il y a des choses intéressantes. Donc bon, bref, ça c'est pas d'excellentes nouvelles. Mais par contre, ce qui est bien avec cette histoire, ça n'a aucun rapport. Hein. Mais le Real de Madrid a gagné contre Liverpool et du coup Benzema va être Ballon d'Or. Voilà. On prend les infos qu'on a. Et pour une fois qu'en France on fait l'actualité internationale, il faut quand même pas s'en priver. Hein. Bon, il y avait aussi la gestion du stade, mais ça, c'est une autre histoire. Dernier truc, je voulais vous parler du Monde avant de finir. Alors, ils ont sorti une enquête assez folle où ils analysent une vidéo issue d'un bataillon ukrainien qui torturait des soldats russes. Donc, toi et moi, quand on voit ça, on se dit super, la guerre s'y mère. Et surtout, est-ce que c'est pas une vidéo un peu fake ? Parce que ce genre de vidéos là qui tournent sur Facebook, machin, on les connaît, tu vois. Et ben, c'est ce que se sont dit les journalistes du Monde. Sauf que eux, ce sont des journalistes. Déjà, ils ont étudié la langue. Ils se sont rendus compte que c'était bien des expressions ukrainiennes, même s'ils parlaient russe. Puis, ils ont repéré 3 détails à la con dans le décor, genre une cheminée, un nuage et un immeuble. Et ils ont réussi à dater et localiser la scène dans une vieille laiterie. Ils ont ensuite identifié les soldats russes dans d'autres vidéos et trouvé leur tortionnaire qui faisait le malin sur Facebook. Pour vous dire, ils l'ont même contacté pour lui donner un droit de réponse. Ils ont eu toutes ces informations grâce à une petite vidéo de 3 minutes à la con. Et moi, je trouve ça assez intéressant sur plein d'aspects. Déjà que les techniques de journalisme moderne sont assez incroyables. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça tout le temps ? Mais bref, c'est quand même assez incroyable. Et surtout, ça montre qu'il reste des journalistes dans ces médias-là, dans le monde en tout cas, qui sont capables de faire un travail journalistique qui va un peu contre la doxa dominante, tu vois. Donc le scénario qui est que tout ce qui est fait dans les médias est faux, ça colle pas vraiment. Je pense que ça marche à la télé. À la télé, ils disent que de la merde. C'est pas un travail journalistique, c'est un travail d'éditocrate à la con, c'est tous des bourgeois libéraux. Enfin bref, c'est de la merde. Et pareil à la radio d'ailleurs, hein, c'est le même truc. Mais par contre, dans les médias, dans les journaux, là on trouve de la résistance, là on trouve des choses un peu plus intéressantes. En même temps, t'achètes pas le journal Le Monde pour avoir l'analyse de TPMP, c'est sûr. Mais du coup, par conséquent, t'as des journalistes. Et d'ailleurs, les commentaires de cette vidéo sont assez incroyables, sont très unanimes sur la qualité du travail qui a été fait. Alors forcément, on voit un peu le travail là qui est fait parce que ça parle de l'Ukraine, mais de l'autre côté, qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'ils shootent la Russie, tu vois. Mais du coup, ça montre aussi que ce travail-là, ils le font sans doute aussi du côté contre la Russie, que ça devrait nous intéresser si c'est un vrai travail journalistique. Mais surtout, moi, ce que je me dis, c'est putain, ce que serait devenu Wikileaks avec ce genre de technique, s'ils avaient les moyens, si Assange était encore là, s'ils étaient tranquilles, etc. en France, ça aurait été incroyable, quoi. Les dirigeants, ils rouleraient 4 fois leur langue dans la bouche avant de parler, quoi. Et surtout, le fait qu'il reste des journalistes dans ces médias, c'est bien. Parce que le jour où on va dégager les idétocrates millionnaires et les milliardaires aux propriétaires, là, parce qu'on va le faire, bah, c'est eux qui vont un peu reprendre les mains, c'est eux qui vont pouvoir faire leur travail, organiser les trucs. Donc c'est cool qu'ils soient là. Surtout que nous, on est toujours des débiles sur l'écran, tu vois. Donc oui, il y a les deux rives, oui, il y a machin qui permet d'avoir un peu d'actualité, mais pour la grosse de l'information, on est encore aujourd'hui dépendant de ces médias-là et heureusement qu'il reste des journalistes un peu là-dedans. Après viendra le jour où nous aurons nos propres médias indépendants, démocratiques, tout ce que tu veux, qui feront un grand travail comme Le Monde, comme l'AFP. Mais en attendant, on a ça. Dernière annonce, évidemment, pendant tout le mois de juin encore, le Canard est en financement. L'objectif, c'est d'obtenir en 30 jours ce dont on a besoin pour travailler pendant 1 an. Donc si tu veux créer de l'emploi et alimenter indirectement le marché de Guingamp du vendredi matin, eh ben, le lien est en description. Et n'hésite pas aussi à me dire par commentaire si ce format te plaît. Voilà, c'est un nouveau truc, un peu plus tranquille, un peu plus rapide, voilà.
Mais en tout cas, ça nous permet de parler de beaucoup de sujets dont on ne pourrait pas parler dans d'autres conditions, parce que même les autres revues de presse, à chaque fois, on s'étale pendant 10 heures là. Ah oui, et aussi, attends, on va travailler pas mal sur le dernier manière de voir qui est incroyable, parce que nous, on voulait faire une vidéo sur l'OTAN à la base, et du coup, le Monde diplomatique, ils sortent tous les 2 mois un manière de voir, qui est en gros plein d'articles sur un seul thème, tu vois. Ils avaient fait aussi, il y a des mondes diplomatiques partout, ils avaient fait aussi sur les fake news, qui était très intéressant, dont on va parler quand on va parler de Conspiracy Watch. Et en plus, ils ont sorti le dernier... Ok, mais du coup, on va essayer de faire un 52 minutes sur l'OTAN, enfin 52 minutes, on verra combien ça fera au bout, mais une grosse vidéo en tout cas sur l'OTAN, savoir qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il faut en sortir, est-ce que ça a du sens de dire il faut sortir de l'OTAN, etc., etc. Et puis voilà, ça va être pas mal. Sur ce, des bisous, et à la prochaine. Quack.